Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de podcast Skill. Ça fait longtemps qu'on n'était pas venus. Comment ça va, messieurs? Très bien, merci Henri. Super, parfait. Bon, on est là pourquoi? Eh ben, écoute, aujourd'hui, on avait envie de parler d'un sujet dont on nous parle régulièrement, c'est-à-dire que les candidats aimeraient connaître un peu les coulisses d'un cabinet de recrutement, puisque c'est vrai que quand on les contacte, ils ne savent pas forcément ce qui se passe derrière. Donc on avait envie de leur donner quelques petites infos là-dessus. Du coup, moi, ma première question que j'ai spontanément, c'est quand on est candidat, comment ça se passe? Parce qu'on connaît finalement assez mal vos métiers. Comment ça se passe? Eh ben écoute, comment ça se passe? Alors déjà, pour justement t'expliquer peut-être un peu notre métier, pour bien comprendre, on va dire brièvement notre quotidien. Généralement, quand tu es candidat et quand tu fais la démarche de postuler quelque part, d'être en recherche d'emploi, soit tu vas aller vers des recruteurs qu'on va dire internes, c'est-à-dire qui font déjà partie d'une entreprise. Okay. Donc je sais pas, j'ai ciblé Leroy Merlin, Decathlon Intersport. Eh ben j'ai un recruteur interne qui va m'appeler parce que mon profil l'a séduit. Ou alors, et c'est souvent le cas, on a des difficultés de recrutement dans ces enseignes et donc on va faire appel à des experts et donc des consultants en recrutement, un cabinet de recrutement comme Skill. Et là on intervient dans ces moments-là, nous. Donc c'est là où on va avoir plusieurs manières de fonctionner. C'est vrai qu'on vous appelle souvent les chasseurs de tête. Ouais. Comment vous pouvez donner une définition qui donne plus de sens que simplement être chasseur de tête? En fait, c'est clairement, on part à la recherche de quelqu'un. Tu vois, on a vraiment un audit clair de notre client qui nous exprime son besoin, la mission, le poste, les conditions de travail. Enfin voilà, on va vraiment aller dans le détail. Un audit, c'est le moment le plus important pour nous dans notre métier. C'est le moment où on va vraiment beaucoup échanger avec notre client, comprendre qui il est, son magasin, son entreprise et vraiment ce qu'il veut. Donc ça, ouais. Et ensuite, une fois que nous on a toutes ces informations-là, soit en effet la recherche elle n'est pas confidentielle, donc on va utiliser notre ATS Flatcher et puis on va utiliser tout un ensemble de job boards. Mais en parallèle, nous on va aussi se mettre en recherche, en chasse, en sourcing pour aller chercher vraiment le bon ou la bonne candidate pour le poste. Qui est recherché par notre client. Alors rapidement, tu peux nous redéfinir ce que c'est un ATS et un job board? Parce qu'effectivement, moi je suis là pour essayer de comprendre votre métier. J'ai déjà entendu deux mots-clés où je me suis dit, oula, ça parle déjà technique, rapidement. Un ATS, très simplement, c'est un outil qui regroupe un ensemble de job boards. Okay. Voilà, donc nous on utilise Flatcher, mais il y en a plein d'autres qui existent. D'accord. Et ensuite, un job board, c'est un site d'emploi sur lequel tu vas pouvoir, toi, candidat, aller déposer ton CV. Ou aller postuler, et pour les entreprises, un endroit où ils vont pouvoir mettre en ligne leur annonce. On va pouvoir citer les plus connus, Indeed, Hello Work avec Région Job, Météo Job, Jobijoba, etc. Pôle emploi, c'en est un aussi. Est-ce que LinkedIn est au-delà d'un social media, est-ce que c'est aussi un job board? Ouais, ils ont une partie aussi de job board recruteur, mais LinkedIn c'est un modèle un peu à part aujourd'hui parce que c'est aussi un outil où on va travailler son réseau professionnel, se mettre en avant. Voilà. Mais c'est avant tout créer un réseau, mais c'est aussi un outil en effet pour se mettre en avant, se rendre actif. Je vais laisser après la main à Romain, mais sur justement comment je me rends visible, justement, c'est un réseau qui est important. Okay. Donc du coup, quand on est candidat, on a envie d'avoir un nouveau travail, un nouveau boulot. Du coup, comment ça se passe? Du coup, quel accompagnement? Qu'est-ce que vous allez proposer? Quelle visibilité? Enfin, comment vous modélisez tout ça? Parce qu'il y a plein de choses possibles. Alors justement, pour revenir sur ce que disait Pierre, il faut avoir en tête qu'il y a deux possibilités aussi, deux cas de figure, c'est-à-dire que le candidat, parfois, peut être juste à l'écoute du marché. Et donc, si je suis à l'écoute du marché, parce que j'ai envie de voir autre chose, dans ces moments-là, je vais quand même pouvoir me rendre un minimum visible. Parce que pour être à l'écoute du marché, ça veut dire potentiellement accepter d'être contacté et puis de voir ce qui se passe sur le marché du travail. Ouais, si c'est pas explicite, forcément, si tu dis pas je cherche un emploi, forcément, ça marche pas. Voilà. Mais par contre, tu as aussi en effet des candidats qui vont être en recherche active, soit parce qu'ils ne sont plus en poste ou parce que vraiment ils ont envie de vite passer à autre chose. Et dans ces cas-là, leur démarche va être un petit peu plus abouti, et donc c'est là qu'on va nous intervenir. Donc généralement, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on va citer, Pierre en a parlé tout à l'heure, mais les outils où nous semble pour nous en tout cas indispensable d'être présent quand on est candidat. C'est notamment ceux chez Skill qu'on va utiliser le plus souvent. Donc pour les citer dans l'ordre des plus, on va dire des plus utilisés ou des plus connus, donc Hello Work, Indeed et Pôle Emploi. Donc on appelle ça des CV Tech dans le sens où le candidat, donc qui va être soit à l'écoute du marché, soit qui va vouloir vraiment commencer à candidater, va déposer son CV, tout simplement. Donc là, la démarche va commencer, et là, à partir de ce moment-là, il va se dire, voilà, je suis en mesure d'être contacté par un recruteur et probablement un consultant en recrutement. Et donc là, c'est important. Donc nous, on peut peut-être partager quelques conseils parce qu'on le voit au quotidien, il y a des choses absolument à faire et des choses à éviter. Quand on dépose son CV, déjà, il faut faire en sorte que
le CV soit lisible. Ça peut paraître évident, mais en fait, on a des plateformes qui vont transformer le CV, et c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher des mots-clés dessus et qui vont parfois, je pense à Indeed notamment, qui vont partir du CV de départ du candidat, mais qui vont ensuite le matérialiser de manière un peu différente. Et donc, plus le CV de départ va être clair, plus il va être fourni, plus on va le retrouver sur la plateforme de manière concrète et claire également. Donc ça, c'est hyper important. Et les infos qu'on va, sans rentrer dans le détail d'un CV, parce que ça pourrait être l'objet d'un podcast d'ailleurs, parce qu'il y a plein de choses à dire. On a déjà fait C'est vrai qu'on avait déjà fait ce sujet. Petite précision encore une fois, si on peut partager un autre conseil, c'est que on vient de le dire sur les 3 outils dont on vient de parler. Encore une fois, Hello Work, PE et Indeed qui sont les plus grosses CV Tech. Les CV, quand le candidat va les déposer dessus, donc nous, concrètement, notre démarche va être la suivante. On va aller sur ces plateformes, ces outils-là, et puis on a ce qu'on appelle des algorithmes. Donc on a des outils, des mots-clés qu'on va utiliser pour aller rechercher des profils. Okay. Qui vont, donc c'est plutôt bien fait, qui vont être donc simplement des mots-clés qui sont récupérés des CV. Et donc c'est pour ça qu'encore une fois, on invite vraiment à ce que, par exemple, un candidat qui recherchera un poste de manager, c'est bien qu'à un moment, le mot manager apparaisse dans son CV. Alors soit parce qu'il est en recherche d'un poste de manager, soit parce qu'il a déjà été manager. Ce sont des choses qui vont nous aider en tout cas à le trouver plus facilement sur ces plateformes. D'accord. Ça, c'est un exemple. Le deuxième exemple, c'est que parfois, on a tendance à se dire, quand on est en recherche d'emploi ou à l'écoute du marché, on va mettre notre CV en ligne sur ces plateformes, et puis pendant 6, 7, 8 mois, on n'y touche plus, on se dit, il est en ligne, et puis voilà. Sauf que nous, il y a aussi une chose importante, c'est que dans ces outils, quand on va les utiliser, on va avoir sortir des CV par ce qu'on va appeler par... fraîcheur, actualisation si tu veux. Exactement. Donc plus il va avoir été actualisé, plus il va remonter dans notre liste, et donc c'est important que régulièrement on retourne sur son CV, ne serait-ce pour le remettre à jour, ou en tout cas pour le faire remonter dans la liste, et ça nous aidera à retomber plus facilement sur certains candidats. Exactement, c'est vraiment important d'être vigilant, il a raison en main sur ça, parce que même quand dans ces outils on peut classer vraiment les recherches, et c'est vrai que souvent nous par défaut on classe sur les CV qui ont été mis à jour il y a moins de 6 mois. Donc c'est vrai que quelqu'un qui sera en recherche active et qui serait passé il y a 7 mois, donc souvent les créneaux c'est 6 mois, 3 mois, 1 mois. Donc comme ça les candidats le savent. Alors parfois ça arrive aussi qu'ils mettent à jour de façon hyper récente, mais avec un CV qui n'est pas à jour. D'accord. Donc c'est aussi là, c'est une autre erreur auquel il faut faire attention, parce que le CV peut être à jour il y a une semaine, mais en fait il s'arrête en 2014. Donc c'est des points de vigilance sur lesquels il faut faire attention. De même que lorsque vous êtes sur Indeed ou Hello Work ou même Pôle Emploi, on a plusieurs façons de contacter ensuite les candidats. Quand on est sur Indeed, c'est un site payant pour les cabinets de recrutement. Donc nous en fait on va payer pour demander l'accès à un CV. C'est-à-dire que le CV en tant que tel qui est sur Indeed, nous on n'a pas les coordonnées, on n'a pas le numéro de téléphone, on n'a pas l'adresse mail. Donc on va faire une demande auprès du candidat, on va lui envoyer un message avec une présentation du poste et l'annonce, et le candidat peut refuser ou accepter la mise en relation. Si le candidat ou la candidate accepte la mise en relation, à ce moment-là on a les coordonnées et là on peut le contacter. D'accord. Donc on veut dire pour un candidat qui reçoit un mail par Indeed, tiens tel cabinet vous propose tel projet, si vous acceptez, il faut s'attendre, et on en parlera après, à être contacté à ce moment-là. Ça peut être plus ou moins rapide en fonction des cabinets de recrutement. Donc la plupart du temps, les contacts Indeed se font par mail. Donc petite parenthèse, checkez aussi vos spams si jamais vous cherchez du job. C'est important parce qu'on oublie, mais c'est des mails souvent qui peuvent arriver dans les spams. Alors que Hello Work, c'est un job board qui permet en effet d'avoir accès au CV de façon originale, avec du coup les coordonnées. C'est-à-dire que de Hello Work, on paye en amont pour avoir accès toute l'année à une quantité de CV, c'est-à-dire que c'est illimité. Par contre, on a vraiment accès au CV directement. Donc là, la prise de contact n'est pas forcément par mail, mais il peut être directement par téléphone ou par SMS. Là, il y a plusieurs types de formes de contact. Donc en ça, c'est aussi important. En fonction de là où vous êtes sur les plateformes, il y a différentes typologies de contact. Et Pôle Emploi, c'est pareil, c'est votre CV original. Donc c'est généralement par téléphone ou par mail directement, mais un mail qui va venir du cabinet de recrutement. D'accord. Ok. CV, est-ce que LinkedIn, du coup, les job boards, est-ce qu'on peut aussi forcément compter sur le fait que on n'a pas forcément un CV, mais on peut actualiser une plateforme social media comme LinkedIn, par exemple, parce qu'on peut juste remplir sans pour autant avoir un CV. C'est faisable aussi, ça, ou il faut vraiment impérativement avoir un CV? Non, alors t'as raison de parler de LinkedIn, parce qu'on a parlé pour l'instant de 3 outils qui étaient plutôt des CV Tech. LinkedIn, c'est pas le cas de cet outil. Par contre, c'est un outil hyper important aussi pour se rendre visible justement aux yeux des consultants ou des recruteurs, et nous on l'utilise beaucoup au quotidien. D'une parce que forcément on va aussi pouvoir mettre des annonces sur LinkedIn, et donc un candidat va pouvoir, s'il est assez acteur et au quotidien sur l'outil, il va pouvoir aller postuler sur une annonce qu'on va mettre en ligne. Exactement. Mais on va aussi nous se mettre souvent, donc là concrètement en chasse, donc en recherche, en sourcing sur cet outil-là.
Et donc, très, très concrètement, on a aussi un outil qui va nous permettre de faire des recherches avec des mots-clés pour retrouver des personnes, des candidats qui sont sur ce réseau. D'accord. Qu'ils soient d'ailleurs en recherche active ou pas du tout, même pas à l'écoute du marché. Donc ne soyez pas si surpris si parfois vous êtes contacté alors que vous êtes très bien dans votre poste. Parce que quand vous êtes présent sur cette plateforme, on ne le sait pas forcément et en tout cas on peut faire la démarche de vous contacter. Parce que votre profil correspond en tout cas assez proche aux besoins de notre client. Donc en tout cas là c'est important d'avoir aussi un profil actualisé. Donc là, on ne parle pas d'un CV, mais d'un profil actualisé. Donc, je pense notamment à des choses toutes simples, mais le titre, puisque vous avez un titre. Donc souvent, on y met le métier qu'on a actuellement. Oui. Ça peut être, parfois, on le voit aussi, le métier qu'on recherche quand on est dans une démarche de recherche. Ensuite, on a une petite présentation souvent, et celle-là, mine de rien, elle est importante. Parce que là, on va aussi déjà commencer à connaître le candidat. Donc, il va pouvoir nous donner en quelques lignes qui il est, ce qu'il aime faire. Et puis après, on a le parcours qu'on va retrouver. Donc pareil, n'hésitez pas à être le plus précis possible. Si vous êtes manager de magasin, sur quel périmètre, combien de collaborateurs vous animez, c'est des choses qui vont aussi nous servir et qui vont nous être très utiles. Et puis, alors, chose toute bête aussi, mais la photo. La photo va humaniser votre profil. Parfois, c'est vrai que quand on a des listes entières de candidats qu'on a envie de contacter, on va forcément, et c'est naturel, être attiré par un profil qui va avoir humanisé justement son profil par une photo. Et donc essayer d'avoir une photo où vous êtes plutôt souriant parce que ça va nous donner aussi plus envie de venir vers vous et de vous contacter dans ces moments-là. Et toute l'actualité, le partage d'informations. Ouais, bien sûr. On voit les posts en effet que la personne aura peut-être partagé, liké, commenté. Donc on va voir si elle s'intéresse, si elle est active aussi. Si elle fait des fautes d'orthographe, si elle... Ouais, alors on va pas forcément jusque là, mais en tout cas, on peut voir en effet si la personne elle est active. Et je rebondis sur ce que disait Romain, mais dans la présentation qui est importante, si vous êtes en recherche active, n'hésitez pas à mettre votre numéro de téléphone et votre mail, parce que pareil, on n'y a pas accès sur LinkedIn. On n'a pas de possibilité de l'avoir si la personne ne nous les donne pas. Mais par contre, si vous êtes sur LinkedIn et vous êtes en recherche active, mettez-les et ça facilitera le contact avec le consultant. En fait, ce que tu dis là, c'est qu'il faut encourager le contact le plus facile possible. Exactement. Comme finalement une relation qu'on pourrait avoir nous en tant que consommateur avec une marque, si on ne peut pas joindre quelqu'un ou si à contrario ça marche pas, c'est toujours embêtant. Tout à fait. Okay. Et une fois qu'après vous avez identifié un candidat ou un candidat, comment ça se passe? C'est quoi la suite concrètement? Vous allez le contacter, comment ça se passe? Là déjà il faut se dire qu'à partir du moment où on est dans une démarche où on se rend visible, il faut ne pas être surpris si on est contacté et au contraire il faut être prêt à être contacté. Donc j'entends par là des choses toutes bêtes, mais quand on a un 06 qui va tenter de nous joindre, si on est vraiment dans une recherche active, il faut pas... on a tous ce réflexe, on se dit la personne va laisser un message. Et d'ailleurs on le fait, c'est pas un souci. Mais en tout cas c'est vrai que nous quand on va contacter nos candidats, on va le faire à partir de nos téléphones pro et on est sur du 06. Donc être prêt à répondre au téléphone, c'est déjà un truc tout bête. Ensuite, si on ne l'est pas, et ça, il n'y a aucun souci là-dessus, on peut tomber sur la messagerie du candidat. C'est bien quand on a un message de répondeur. Et attention à vos messages de répondeur parce qu'on dit souvent qu'on n'a qu'une chance de faire une première bonne impression. Parfois, des trucs un petit peu trop qui sortent. Alors, ça peut nous faire marrer dès quand ça sort un peu de l'origine. Voilà, en tout cas, c'est bien d'avoir quelque chose et d'avoir déjà ne serait-ce que la voix du candidat. On aime bien. Donc, en tout cas, voilà, nous, on va laisser un message, expliquer qui on est et puis pourquoi on a contacté la personne. Et voilà, déjà, en tout cas, rendez-vous disponible un minimum. Et si vous avez reçu un message, rappelez, parce que ça, on le voit régulièrement, c'est très frustrant. On a des candidats, même parfois, qui candidatent à nos offres. Et puis, quand on les appelle, on leur laisse des messages et puis on n'est jamais rappelé. Alors, c'est dommage pour eux, c'est dommage pour nous. C'est paradoxal en plus. C'est frustrant, voilà. Ouais, et puis il n'y a pas de souci en plus à changer d'avis ou quoi que ce soit, il n'y a aucun problème à ça, c'est juste qu'il faut en effet communiquer parce qu'on aura forcément une mauvaise image de ce candidat ou de cette candidate, et que si demain on a un nouveau projet, est-ce qu'on reviendra vers elle ou vers lui? C'est pas sûr. En tout cas, on pourra se dire, mince, la première fois c'est bizarre, on s'est pas connecté. D'autant que nous, on a une démarche où pour vraiment atteindre le candidat, si en tout cas il nous donne l'autorisation d'être contacté, on va d'abord en effet faire un premier appel téléphonique avec un message sur répondeur, ça c'est systématique, et généralement à J+1 ou à J+2, on va faire une nouvelle tentative par téléphone à nouveau, à un autre horaire, et puis mettre un SMS. Et c'est vrai que souvent le répondeur, en tout cas on le remarque souvent aussi dans cette nouvelle génération, les répondeurs sont rarement écoutés. Alors je sais pas si c'est une question générationnelle ou autre, mais en tout cas c'est rarement écouté, alors que le SMS, alors certes il est plus intrusif, mais par contre on est sûr que la personne va le lire, en tout cas la plupart du temps, et parfois elle nous répond en effet plus facilement. Donc on essaye plusieurs approches, tu vois. Et à contrario, en termes de génération, est-ce que vous des fois vous laissez des vocaux comme ça au candidat, bonjour le sang, ça va? Alors j'ai fait les vocaux. On pourra peut-être tester. Pour essayer, ouais, c'est possible. On pourrait être surpris.
Non, par contre, ce qui est intéressant de ce que tu dis, c'est aussi, je trouve que ce serait génial que même si la personne a choisi de partir sur un projet ou accepter une offre de son côté, je trouve ça génial de vous rappeler et de dire j'ai choisi ce projet, je suis à tel endroit et toi tout de suite tu te dis ah la personne elle a pris le temps quand même de nous rappeler, on sait qu'elle est à tel endroit, ça tombe bien parce que peut-être que dans un an c'est des démarches durables, il faut y penser. L'emploi c'est pas une carrière de 5 ans. Une carrière de 20, 30, 40 ans, 50 ans bientôt. Tout à fait. Nous, les personnes avec qui on a été en contact il y a 3 ans, au tout début de l'aventure Montéginet, et ils reviennent vers nous, ou ils nous disent bah tiens, ça y est, maintenant je suis à l'écoute du marché, et parfois nous on s'en souvient plus, puis on regarde dans nos fichiers, et puis on se dit ah oui, c'est vrai, je me rappelle, c'est génial. Donc il y a des histoires en effet qui se font comme ça. C'est génial. Ah, en tout cas, c'est durable, quoi. Ok, d'accord. Donc, du coup, tu avais résumé tout à l'heure que sur Indeed, ça se passait pas de la même manière que sur LinkedIn, etc. Si on doit retenir une seule chose importante qui est valable en multiplateforme, en multi-job board, ça commence à faire des mots un peu techniques, mais c'est intéressant. Comment on pourrait dire qu'est-ce qui est impondérable? Déjà, pour résumer, soyez présents sur les plateformes qui sont les plus consultées par les recruteurs. Et donc, pour encore une fois les citer, parce que c'est vrai que c'est vraiment celles qui sont les plus utilisées aujourd'hui. Hein, c'est pas de la pub qu'on fait, hein, c'est parce qu'on n'a aucun intérêt à ça, mais c'est vraiment les outils avec lesquels nous on travaille chez Skill au quotidien. C'est Indeed, Hello Work, Pôle Emploi, LinkedIn. C'est vraiment les 4 aujourd'hui outils où il faut être présent quand on est vraiment dans une démarche de recherche. Donc ça, c'est le premier conseil. Soyez présents sur ces plateformes. Avec un CV de qualité, ça c'est le deuxième conseil, faites en sorte d'avoir vraiment toutes les informations qui nous seront utiles pour vous contacter. Et le troisième conseil, c'est à partir du moment où vous avez fait cette démarche, soyez un minimum disponible, en tout cas pour qu'on puisse vous contacter, pour qu'on puisse aussi tout simplement échanger. Et j'insiste sur un point, c'est que parfois c'est vrai qu'on peut être surpris quand on est contacté par un recruteur, par un consultant, peu importe. En tout cas, il faut vraiment vous mettre dans la tête que la démarche, elle est gagnant-gagnante. C'est-à-dire que nous, évidemment, on va remplir une mission pour un de nos clients, mais surtout, on va laisser une opportunité à un candidat de pouvoir écrire une belle nouvelle histoire avec dans un nouveau job, dans une montée en compétences, une montée aussi parfois en responsabilité. Donc, il faut vraiment partir du principe que, quoi qu'il arrive, c'est une bonne nouvelle. Et on acceptera qu'on nous dise qu'on n'est pas à l'écoute, qu'on nous dise que ça m'intéresse pas, il n'y a aucun souci, mais au moins on aura eu un contact et puis qui sait, comme disait Pierre tout à l'heure, on pourra demain se retrouver pour un autre projet. Merci messieurs pour ce premier échange. Il paraît qu'on va bientôt parler avec toi Pierre sur qu'est-ce qui se passe après. C'est ça qui est important. On se fait une pause, on revient. Yes. On revient tout de suite. En fait, vous allez écouter le prochain podcast. Ouais. Voilà, quoi. Ça. Ok, merci messieurs. Merci. Merci Henri. Merci. Vous savez maintenant comment taper dans l'œil des recruteurs. Retrouvez bientôt la suite, l'entretien de préqualification.